qui vraisemblablement n'était pas occupé à l'étage, puisque vous voyez qu'à l'étage on a un volet, et avant c'était aussi un volet, c'était les réserves de foin. On avait une deuxième travée qui était les animaux de proximité. Les animaux de proximité, c'était d'abord ici les ânes et les chevaux. Ensuite on avait une grange, et puis après on avait l'étable. Et la dernière travée qui est là-bas au bout, ce qui a été reconstruite quand les parents ont cédé la ferme à des enfants, dans les années 1910 par là, ils ont reconstruit une maison pour eux en donnant la maison principale à leurs enfants. On a ici une travée classique avec un pignon dont je ne parlerai pas beaucoup parce que c'est Philippe tout à l'heure qui vous fera l'école de bardage-bauchage. Rameau qui s'appelle la chaudière maintenant, qui est de l'autre côté. Alors, ces deux villages ont été construits avec deux chapelles, et à la suite, il y a eu le village de Taillette qui était au centre, on brûlait les deux villages et le petit hameau qui commençait à se construire sur Taillette. Donc les deux chapelles ont été complètement brûlées. C'était des petites chapelles en pan de bois, en torchis, qui portaient les prénoms du seigneur d'Arcotte et du seigneur de Croy. Donc il y avait Jean-Baptiste et Philippe. C'était les noms, les patrons de ces chapelles. Après la guerre de 1643, donc il a fallu reconstruire, ils se sont posé des questions comment reconstruire les villages, et ils ont décidé de ne reconstruire qu'une seule église au centre de ce territoire. Donc c'était Taillette qui a été reconnu pour le centre de Taillette, qui veut dire la taille Robert. C'est une taille de bois qui appartenait à M. Robert. Alors, on a trois types de matériaux. On a du schiste bleu. Vous voyez là-bas, regardez les pierres bleues là-bas. On a du schiste ocre, c'est-à-dire avec des inclusions de pyrite de fer, et puis on a de la brique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, on avait bien sûr de l'élevage. Vous allez voir une étable exceptionnelle à double rang. Et quand vous compterez le nombre d'anneaux pour attacher les bêtes, vous pourrez avoir la notion du troupeau. Et il y avait une forge intégrée, un four à pain intégré et un alambic intégré. Ce qui est quand même exceptionnel. Ça veut dire que c'était une ferme aisée qui aujourd'hui, de l'architecture du plateau et le mariage des matériaux, puisque ici vous avez 4 matériaux. L'origine, c'est un soubassement en pierre de pays. Ensuite, vous avez la brique et vous avez ici double habillage de pignon avec un habillage. Alors, cette ardoise est exceptionnelle parce que si vous l'approchez, on l'a approché l'autre jour avec M. Michaud, on s'est rendu compte que aucune ardoise n'avait la même largeur que l'autre. Ah, regardez. Oui. Ah, oui. Regardez. Ah, oui. Ensuite, si vous êtes ici, vous allez vous rendre compte que l'épaisseur est différente. Elle vient de l'escaillère, qui est ici derrière, à la frontière, à côté de Cudessart. Chaque ardoise est biton. Oui. Oui. On a une inclusion claire sur du foncé. Alors, c'est un ressortissant de Bruxelles. Attends, Guy. C'est rentrez tous ici. Des deux côtés. Bon, c'est un petit peu le rangement, mais on va arriver tous à tenir aux paysans. Il leur imposait une maison de 5 mètres sur 5, éventuellement 2 fois 5 mètres sur 5, pas d'étage, et il privilégiait les bâtiments et les fins agricoles. Et il obligeait dans chaque maison à construire un four à pain. Donc là, ici, eu égard à l'envergure des bâtiments, donc les personnes, c'était pas un four banal, hein, c'était un four propre. Donc voilà une pièce qui est assez originale. Et regardez la profondeur. Alors, la profondeur du four est liée au dégagement, puisque vous avez besoin d'une longueur d'enfournement qui soit identique à emmener les pièces tout au fond. Vous allez repasser ici, vous allez voir l'alambic. Sur un petit événement au point de vue patrimonial, parce que elle est restée en l'état
avec une réhabilitation parfaite sur le plan de la poutraison et de, comment dirais, du dallage. On reparlera du dallage tout à l'heure. Et les personnes ont gardé tous les éléments de rangement correspondant à des pièces et un outillage spécifique, que ce soit pour le travail du fer ou le travail du bois. La forge, vous la connaissez, et l'actionnement du soufflet. Une forge intégrée, c'est-à-dire que c'était la forge de la ferme. Le lin, il disait. Ce qui est important ici, c'est quand vous rentrez, vous n'êtes pas loin, au niveau de l'odeur, de retrouver une ambiance d'étable, qui a vieilli bien sûr, parce que ça fait longtemps qu'elle n'est plus occupée. Et la grande particularité, c'est monsieur le maire qui me l'a appris, à quoi servait ça? On a entendu. Fromage. De poser le fromage. Oui, c'était ici qu'on suspendait, qu'on posait le fromage de Roquefort, et puis il était émouché naturellement avec la queue des vaches. Là, il y a des vaches. Oui, des vaches de chaque côté. Ça, c'était donc l'emprise de la retenue d'eau de 6 hectares qui alimentait le moulin Bouvier. Et maintenant, donc vous êtes sur la digue. En fait c'était une digue et il y avait l'étang de l'autre côté. Et la chute se trouvait là, la roue se trouvait là. Ça n'existe plus depuis les années 40. Et ici il y a un étage et de l'autre côté il y en a deux. Donc il y a une différence d'un étage. La différence c'est la chute d'eau du barrage. Donc l'eau tombait là, et il y avait une chute à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Et il sortait là. Et elle continue dans le temps. Une chute de 2,50 mètres. Oui. À peu près, donc faire tourner la roue. Et le ruisseau se trouve là-bas derrière. Il y avait des céréales dans la région. Maintenant, il n'y a plus de l'élevage. Les dernières choses qu'on a moulues ici, c'est des écorces pour faire du tanin. Sur le plateau, je vous dis bardage, c'est pour vous expliquer au début, mais on n'appelle pas ça bardage. On appelle ça un bochet. Alors là, c'est un mot que j'ai essayé de chercher et je n'ai pas trouvé l'origine. Et le pire, c'est que ça s'écrit de plusieurs façons. On va l'écrire B-A-U-C-H-E. Et sur Guédossu, on l'écrit, pourtant c'est pas loin, c'est quelques kilomètres. On l'écrit B-O-C-H-E-T. Alors le bochet qu'on trouve sur le plateau, c'est un bochet simple qui va être posé par recouvrement. C'est-à-dire les planches sont posées l'une sur l'autre comme ça. Comme on peut voir ici, comme on peut voir là-bas. Alors on va en voir des autres modernes, c'est-à-dire système à clin, comme on dit maintenant. Alors au niveau des bois utilisés, alors là je suis content parce qu'on a un très bel exemple de ce type-là. On va trouver de l'aulne, qui était réputé parce que c'est un bois de marais, donc bois imputrescible. On va trouver du sapin local. Et on va trouver aussi pour les plus anciens bochers du bouleau, puisqu'on prenait ce qu'on trouvait sur place. Donc, alors là c'est un bochet d'aulne celui-là. Alors c'est bien parce qu'on voit tout de suite l'avantage il est imputrescible, l'inconvénient vous le voyez, voilà, ça se gondole complètement. Même pour un bois qui a été bien préparé, bien séché et tout, une fois qu'il est posé, ça fait des vagues, quoi. Alors ici c'est vraiment un bel exemple. Ils ont conservé l'esprit ancien où on avait des petites parcelles avec ce qu'on essaye de refaire maintenant, ce qui a complètement disparu. On s'est aperçu que c'était une hérésie. Et donc on est en train de recommencer à replanter des haies comme le parc naturel, un projet d'ailleurs actuellement à Champlain par rapport. Voilà, c'est vraiment typique de Sévigné-la-Forêt. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'on était vraiment dans une enclave rurale entourée de forêts. Et bon, Sévigny en est un exemple qui a bien grossi. Mais le principe sur le plateau de Roquefort, c'était le pays d'essence. C'est-à-dire on avait la même chose mais en plus petit. Donc c'était vraiment, on défrichait une petite zone forestière et on faisait une petite enclave où on mettait 2 ou 3 fermes. Alors on appelle ça sur le plateau l'essence. Donc on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, on a un bel exemple tout près qui s'appelle l'essence gallois.
On a tout un tas de noms, Sens Bel Air à Bourg-Fidèle, Sens Picard. Donc ici avec un magnifique exemple de haies préservées. Comme maintenant on recherche. Et des joncs. Et des joncs. Et des joncs. Et des joncs. C'est parce que ça a une petite partie marécageuse. Hein. Voilà, donc vraiment un très bel exemple ici. C'est un moulin à grains, d'après ce que j'en sais. Hein, en sachant que les moulins des Ardennes ont souvent eu plusieurs fonctions. Souvent ça a commencé par des moulins à temps, je le retrouve dans tannerie, qu'on utilisait ces trucs de chêne pour traiter les peaux. Celui-là, je ne pense pas que c'était un moulin à temps, mais je vous explique un petit peu l'histoire générale des moulins. Donc après, il y a eu les moulins à grains et souvent ça a fini par des moulins qui sont devenus des petites forges, des petites clouteries, des choses comme ça, après la transformation du moulin. Et ça a des fois fini même par des petites centrales électriques. C'était la vie de tous les moulins des Ardennes. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en dessous, pourquoi on met un bardage, parce qu'en dessous on a ça. Voilà. On a un torchis avec une ossature bois, et c'est ça que les anciens ont voulu protéger à une époque où ils ont commencé à savoir ce qui est blanc. Exemple, un résumé de tout ce qu'on vous a dit depuis le début. Hein. Donc on voit bien le torchis en dessous, l'ossature bois, on voit bien la paille dans le torchis. Et voilà, donc la couleur on ne la voit plus, mais on voit que c'était une couleur claire aussi. Oui, c'était rosé. Hein, et c'est fort possible que ce soit du bois. Non, il n'y a pas de chauffage. Le seul chauffage qu'on a eu depuis mars, je crois, début mars ou février. Le petit radiateur là, c'est pour l'hiver. C'est quand il fait vraiment froid, quand on descend en dessous de 21 degrés, on met du chauffage. Mais avec ça, on peut chauffer les 250 mètres carrés de la maison. Et on chauffe entre 21 et 24, 25. Du triple vitrage, c'est des châssis spéciaux. Donc en fait, le principe, c'est que c'est une maison passive. Une maison passive, c'est une maison qui n'a pas besoin de système de chauffage conventionnel pour maintenir la température de confort, l'hygrométrie et la qualité de l'air intérieur. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Simplement en isolant. Donc on a ici en moyenne 25 cm d'isolant, on peut encore ajouter 6 cm à l'intérieur. On est parfaitement étanche à l'air. On a une ventilation double flux avec récupération de chaleur qui permet de renouveler l'air en été comme en hiver, qu'il y ait du vent, du brouillard. On a toujours le même renouvellement d'air, donc on a toujours la même qualité d'air intérieur. C'est juste, en fait, on a un échangeur de chaleur, donc le flux de chaleur qui sort donne sa chaleur à l'air, au flux de chaleur qui rentre. Donc on a un simple échangeur comme un radiateur. Il n'y a pas de géothermie. Il n'y a pas de géothermie. Et c'est quel type d'isolant vous avez? On a mis de la ouate de cellulose. Donc c'est des déchets de papeterie qui ont été broyés et qui ont été insufflés dans les pièces. Au plafond, au plancher du grenier, là on a 30 cm d'isolant en ouate de cellulose insufflé dans le plafond des chambres. Et vous avez un étage, on a un étage. Donc c'est pareil au-dessus, vous n'avez pas non plus de système de chauffage sur les chambres.